Salut tout le monde, bienvenue au podcast Un peu de variété, le podcast qui met de l'avant la jeunesse émergente. Cette semaine, une de mes invités préférées, on a reçu Virginie B. Elle est fucking cool, cette fille-là. Allez écouter ce qu'elle fait, c'est fucking bon. Puis, cette semaine, on a pu parler de plein de sujets. On a parlé de la guerre des Tucs, on a parlé de Sherbrooke, puis de son attachement à sa ville natale. Et on a parlé aussi, à la fin, un peu de sa grand-mère, puis d'une histoire assez touchante. Fait que bref, j'espère que vous allez aimer ça. Bon podcast. Mais merci Virginie d'être ici. T'es l'une des premières artistes que j'avais le goût d'inviter. Ah ouais, hein? Ouais, ben pas de joke. Quand j'ai écouté ta musique, j'étais comme OK, il faut que je l'invite. Faut que je l'invite. Je m'en allais à Québec, puis j'étais juste en train de découvrir des artistes, puis je me suis juste dit wow, OK, elle est hot. Oh, c'est fucking cool, mais comment t'as tombé sur ma musique? Ça m'intrigue quand même. Ben, juste, la façon dont j'ai découvert toute la scène émergente, je me suis abonné à la page Instagram de Lee Page. Oui, OK. Puis j'ai juste commencé à suivre de plus en plus d'artistes qui mettaient de l'avant. Puis à un moment donné, je sais pas, de fil en aiguille, je faisais des recherches sur Spotify parce que quand tu trouves un artiste, si tu descends en bas, tu vas voir des artistes que les adeptes aiment. Écoute aussi, genre. Puis je suis tombé sur toi, puis j'ai écouté la première tune qui était Automate en amour, puis j'étais comme, OK, wow. Nice. OK, c'est hot. Ah, cool. Hein? Fait que allez écouter Virginie B. Elle est insane. Mais tu pourrais te présenter un peu pour les gens qui ne te connaissent pas à la maison. Sure, certainement. Je dis pas, je fais-tu un regard caméra, c'est comme on s'en fout. OK, non, la caméra est là. Ben dans le fond, moi, c'est Virginie B. C'est mon nom de scène depuis maintenant les 6 dernières années. Puis je suis d'origine sherbrookoise. Fait que moi, je suis à Sherbrooke. J'ai été à Sherbrooke presque toute ma vie, mais depuis les 2 dernières années, je suis rendue à Montréal. Puis je le mentionne parce que ça a quand même fait un gros changement dans ma musique, puis la scène aussi sur laquelle j'ai évolué. Mais sinon, j'ai sorti un EP l'année passée, dans le fond, en 2019, qui s'appelle Margot, qui porte le nom de ma grand-mère. Puis c'est un EP folk rock sur laquelle il y a la chanson Automate en amour. Puis celle-là, je l'ai réalisée sur la route vraiment entre Montréal puis Sherbrooke. C'est un petit peu comme ça que c'est arrivé dans ma vie. Avec du monde de Sherbrooke, d'ailleurs, la réalisation. Marcus Quirion puis Julien Thibault, qui était aussi dans mon band à ce moment-là. Puis maintenant, ça a changé beaucoup depuis le COVID, là, mais là, je suis beaucoup retourner vers mes racines, qui étaient vraiment le soul puis le jazz. Puis c'est sur ça que je suis en train de travailler. Puis je suis en processus de création d'un prochain album. Shit. Et voilà. Wow. OK. Mais tu dis que ça a vraiment impacté ta musique, le fait que tu es parti de Sherbrooke à Montréal. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a un changement musical vraiment important entre Sherbrooke et Montréal? C'est la même musique qu'on consomme? Au niveau juste de la scène, mettons? Ouais. Ben non, en fait, il y a quand même une crise de belle diversité à Sherbrooke au niveau musical. Tu sais, t'as des bands de tous les genres. Je sais pas, je suis allé 2 fois à Sherbrooke. C'est vrai? Place to be. C'était cet été, en plus, des 2 fois. C'est vrai? Ouais. Oh, ouais. En plus, il y a pas tant... Ils n'ont pas roulé les festivals, vraiment. Non, j'étais juste allé parce que j'ai un ami qui a un chalet là-bas. C'est juste pour ça. OK, c'est bon. Mais Sherbrooke, c'est ça. Hein? Sherbrooke, Sherbrooke, c'est la ville, puis la campagne juste à côté. Fait que t'as de la montagne, t'as du chalet, t'as des universités, puis t'as du party, genre, puis plein d'étudiants. C'est comme, on dirait que c'est Sherbrooke, là, au complet. Mais la scène est très riche à Sherbrooke, quand même. Il y a eu pendant très longtemps beaucoup de métal, beaucoup de punk. La scène, ouais, c'est ça. Punk était quand même pas mal à Sherbrooke, puis vraiment très active. Il y a une couple de places cultes à Sherbrooke comme ça qui, comme, hostait la scène punk, que ce soit le Magog, qui était un bar culte à ce moment-là aussi. Fait que ça a le fait lever beaucoup. Mais sinon, il y a des endroits comme la Petite Boîte Noire. C'est quand même une place à découvrir. Moi, c'est comme ma maison, là. C'est une salle de spectacle aussi. Ouais. Je pense que j'en ai déjà entendu parler. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ben, dans le fond, la Petite Boîte, c'est comme imposé sur la scène parce que il y avait pas d'endroit avant, là, on parle de là, 7 ans, 8 ans à peu près. Il y avait pas vraiment d'endroit où tu pouvais aller jouer à Sherbrooke. C'était un band qui était en développement, mettons. Si tu commençais... Pour roder. Ouais, pour roder, puis même qui accueillait de quoi d'un petit peu plus indie. Il y avait pas vraiment ça. Il y avait le Granada. Le Granada, c'est un gros théâtre. Fait que c'est l'équivalent d'un petit métropolis. Fait que c'est un full de beau théâtre, mais c'est des gros shows. Et Marc Dupré il va au Granada, les Cowboys fringants, ils vont aussi, tu sais, Cat Empire, genre, t'as des grosses affaires. Fait que quand t'es un artiste qui commence, tu sais pas trop où aller jouer. Il y avait quelques scènes, mais des scènes un peu plus petites. Puis là, la Petite Boîte Noire est arrivée. Puis la Petite Boîte Noire, c'est une initiative, un OBNL. Okay. Fait que le monde qui y travaillait sont juste là pour
travaillé pour les shows puis les spectacles, puis ils se sont présentés comme une salle de spectacle et non un bar, ce qui était fucking différent aussi. Fait que t'avais pas besoin de consommer pour venir voir ton show. T'es pas dans une ambiance de bar. Non, t'es une salle de spectacle. Le gear est bon, le son est bon, la sono est bon, puis il y a de l'éclairage. Puis... Fait que, tu sais, ça montait un petit peu le niveau. Ouais. Puis ils ont eu plusieurs phases parce que cet endroit-là a brûlé. Puis il a failli passer au feu une deuxième fois aussi. Mais c'est comme dans l'historique, ça a vraiment marqué. Ils ont commencé au-dessus d'un antiquaire. De quoi? D'un antiquaire. Qui vend des antiquités. Okay. Ouais, genre, ça a commencé un peu illégal, dans le fond, comme un truc un peu underground. Fait que au-dessus de l'antiquaire, sur un 3e ou un 4e étage, je pense, puis c'était dans un appart. Il y avait une salle de spectacle dans un appart? Ouais, un loft, dans le fond, puis eux autres, ils viraient ça en salle de spectacle. Les voisins une d'en fois dessous de temps devaient en être en temps. tabarnak. Ben, c'est l'antiquaire qui était en dessous. Fait que quand c'était fermé, l'antiquaire, pas sûr qu'il entendait grand-chose. Puis ben, cette place-là, malheureusement, ils se sont fait pogner à ce moment-là parce que il y avait de la consommation d'alcool sur place puis il n'y avait pas le permis de la consommation d'alcool. Ou il me semble que c'est ça. Peut-être que je vais me faire reprendre, mais il me semble que c'était ça. Puis moi, je me souviens, mes premiers shows que j'étais allée voir, j'avais 16-17 ans, puis j'étais allée là. Puis pour la première fois, je voyais de quoi que j'avais jamais vu, tu sais, qui est un espèce de show jam avec des saxophones. Je me souviens plus c'était qui que je suis allée voir, mais c'était à cet endroit-là. Puis ça a été comme une révélation, salle de spectacle un peu plus underground, comme il y a quand même pas mal à Montréal aussi, là. Mais là, c'était à Sherbrooke. C'était comme la première. Puis éventuellement, ça a été shut down. Ils ont rouvert une autre place. Puis ça a passé au feu. Grosse affaire pendant qu'il y avait un band qui jouait. Cet endroit-là est maudit, dans le fond. Mais il a failli être maudit, mais pour vrai, c'est qu'il persiste. Fait que c'est ça qui est comme beau. Puis là, il est dans un endroit fixe depuis un bon moment. Là, puis super belle place, super belle scène. Puis qui, justement, donne la possibilité à des bands locales de faire des premières parties de groupes qui admirent. Puis ça, c'est golden. Là. Est-ce que c'est là que tu as eu le goût de faire de la musique? Est-ce que c'est en découvrant des affaires que tu n'avais jamais entendues, tu t'es dit, OK, wow, je veux faire ressentir à quelqu'un d'autre cette sensation qu'ils n'ont jamais entendue, ce que moi, je représente? Aïe, aïe, mais ça prend de la confiance pour dire ça. Ça m'a pris du temps avant d'avoir de la confiance dans ce que je faisais aussi. mais en tout cas, ce que ça m'a donné, c'est le goût de faire de la scène. OK. Plus ça, mettons. Parce que la musique, j'en ai fait longtemps avant. Pas trop sûre si je voulais en faire quelque chose en bout de ligne, mais je savais que ça a toujours été là. Tu as commencé comment la musique, dans le fond? Mettons, carriéristiquement, en tant que Virginie B, ça fait juste 6 ans. Mais avant ça, mettons... Même 6 ans. Il y a 6 ans, j'étais en secondaire 1. Ouais, c'est correct. Il y a 6 ans, on était tout ailleurs, là. Mais ouais, il y a 6 ans. Il y a 6 ans, j'ai commencé Virginie B, puis j'ai juste commencé à enregistrer mes premières affaires, tu sais. Puis avant ça, j'avais fait, par contre, d'autres bands. Fait que j'ai eu mon premier band, c'était au cégep. C'était ma première année de cégep, puis j'ai eu un band qui s'appelait Fruta Bomba Collectivo. OK. Fruta Bomba Collectivo. Ah ouais. Non, ça, c'était vraiment solide. On était 8. C'était un collectif de musique, dans le fond. OK. Puis notre concept, c'était des mash-ups très fruités, vraiment funky. Fait que des gros mash-ups de, mettons, MGMT avec ABBA. Puis c'est ça. Puis on était 8. Il y avait une section de brass, fait qu'il y avait des saxophones, trompettes. On avait un gars qui rappait en espagnol, en français, en anglais. Puis moi, je chantais, puis je jouais du ukulélé à ce moment-là, qui était mon seul instrument, vraiment, avec lequel j'étais à l'aise. Puis gros party, là. Fait des gros shows. Fait que ça, c'était mon premier band. C'est insane. Puis après, comment est-ce que tu t'es développé pour de plus en plus diriger vers la musique solo? Ouais. Dans le fond, ça a été comme graduel. Là. Après ça, ça a été dur de garder un band de 8 personnes ensemble. Ouais, c'est dur de garder un band en général. Ah ouais, c'est solide, surtout quand t'es dans une période de transition comme le cégep. T'sais, soit tu commits, puis tu le fais. Puis c'est ça que je remarque du monde qui part au cégep, mettons, puis qui continue à faire des bands, c'est que toute la gang sont dans la même histoire. Mais tu sais, s'il y en a qui partent étudier ailleurs, s'il y en a, c'est tough. Après ça, j'ai eu un duo de folk aussi avec un gars avec qui j'étais dans le temps. Puis ça m'a comme introduit à une autre scène. Fait que la scène folk, vraiment... la scène anglophone, francophone folk. Vraiment ça. OK. Puis j'ai eu ça pendant, je pense, 2 ans. Puis après ça, la relation, c'est fini. Le band, c'est fini. Ouais. Puis c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'arrêtais pas de composer. Puis qu'en fait, pour la première fois, j'allais peut-être mettre mes tunes de l'avant. Fait que là, j'ai commencé à écrire encore plus, puis à pousser, puis à jouer tout seul. Fait que j'ai commencé à jouer dans des bars, puis que je connaissais à Sherbrooke, puis j'allais avec ma guitare, puis j'avais 4 tunes. Puis je m'assoyais, puis j'étais comme... J'avais une soirée de jam, puis tout ça, puis j'étais comme, peux-tu aller faire 2 tunes, tu sais, puis j'allais faire mes petites tunes. Puis à un moment donné, j'ai eu justement ce drummer-là qui m'a spoté, Jocelyn, puis il a fait, hey, tu sais, c'est cool ce que tu fais, ça tente d'enregistrer. Ce qui a mené à mon premier album. OK. Puis ensuite, de ton premier album à maintenant, à Margot, c'est quoi le cheminement qui s'est passé? C'était quoi la transition? Dans le fond, il y a eu un bac en psychologie entre les deux. Ah ouais? Ouais.
Fait que j'ai sorti People with Problems, qui était le nom de mon premier album, OK. en 2016, Ah, le 26. fuck, j'ai oublié de mettre ton chandail. Ah Je oui, t'avais c'est acheté un vrai, t'as chandail. ça! Cette merch est incroyable, People with Problems. Non, mais je l'ai porté. J'étais allé à Vancouver récemment, je l'ai porté. Il y a du monde qui m'ont dit il est nice. Son Non, chandail. c'est pas vrai. C'est vrai. Ah, si, il n'y a rien sur ce chandail-là. Il Mais est juste sick. écrit Il y a People un with gazou. Problems avec Man, un il y a un gazou. Oui, le gazou. Man. Ah, mais ça, c'était mon emblème, le gazou. Ah ouais? Comment ça? Ben, c'est parce que c'est comme un gag, parce que j'ai commencé à faire du mouth trumpet dans les shows. Ce qui est quoi? Qui est, dans le fond, d'imiter une trompette avec ma bouche, dans le fond. Puis il y a une couple de personnes qui le ont, c'est très années 20. Ça sonne un peu comme un gazou, tu sais. Puis c'est ça. Fait qu'au lieu de jouer un gazou en show, à place de jouer le gazou, ben je le faisais, genre, vocalement. Tu étais le gazou. J'étais le gazou. Et que là, j'ai trouvé ça drôle, puis je me suis dit, ben, garde l'ironie. J'ai toujours été bien forte sur l'ironie. Puis j'étais comme, tiens, le gazou sur People with Problems. En plus, dans ma tête, un gazou, c'est l'affaire qui est la plus ridicule. Puis là, le titre, c'est People with Problems. Fait que le clash, j'aimais ça. Fait que bref, là, Ouais. il y a eu le People with Problems. Il y a eu ça. Puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ben après ça, ça c'est sorti. J'ai fait quelques shows quand même. J'ai joué un petit peu. J'étais allée pour la première fois en Gaspésie jouer ces tunes-là aussi. C'était mon premier coup de cœur avec la Gaspésie, ouais. Puis après ça, ben Mais comment éventuellement... t'es allé de... Est-ce que quelqu'un de la Gaspésie t'a contacté puis t'a dit « Hey, je veux que tu joues ça pour nous » ou est-ce que tu t'es juste pointé, t'as dit « Ah, je vais jouer en Gaspésie ». Ben tout est une question de genre les plugs que les autres personnes autour de toi ont. Puis ça, j'ai réalisé ça vite. Mais Ok. les gens avec qui je jouais, fait que mon drummer... on a monté un band aussi, là. En fait, j'avais pas de band avant ça, mais avec ce drummer-là, on a monté un band avec Julien Thibault, qui était au violoncelle, à la basse, qui est resté dans mon band après ça. Joanie Martel, qui était à la voix. Puis elle aussi est encore avec moi, puis elle chante encore. Ça fait maintenant 6 ans qu'on joue ensemble. Puis c'est ça. Puis j'avais Jocelyn au drum, puis on a monté le band. Puis Jocelyn et Joanie, eux autres, giguaient beaucoup déjà en Gaspésie. Fait qu'on avait des plugs pour aller jouer au Pit Caribou, puis à Percé, là. OK, À Percé, puis à Gaspé aussi. OK, c'est au Brise Bees. Il va falloir que j'aille à Gaspé bientôt. Oh my God, oui. Mais là, c'est correct, tu peux laisser passer le COVID, le monde sont un peu Le mongols monde sont là-bas en trop ce moment. là. c'est- Ouais. Fait que bref, t'es allé jouer à Ouais. Gaspé, puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, le band a évolué, puis éventuellement, tu sais, il était comme temps de travailler sur d'autres affaires, d'autres tunes. Puis là, j'ai commencé mon bac, j'ai écrit beaucoup. Je suis devenue aussi comme 100% productrice de mon projet à un certain point. Au début, j'étais séparée, vu qu'on j'avais un producteur. Puis après ça, j'ai tout ramassé moi-même. Puis là, j'ai commencé à penser sur ce que je voulais travailler. Puis c'était des textes en français. Puis c'est là qu'est rentré dans ma petite gang d'amis autour de mes musiciens. Avant, tu jouais C'était en anglais? anglais-français. Ouais. Ouais. Ben, Ah, ok. surtout anglais, Ok. avec quelques bribes de français. Puis ben, je dois donner ça à mon autre grand-mère, pas Marguerite, mais Pierrette, qui m'a souvent dit « J'aime vraiment ta musique, mais je comprends rien. » Puis je comprends pas. Puis ça me faisait tellement de quoi qu'elle comprenne pas. Puis je me suis dit « Hey, fuck off, je vais écrire en français, me faire de quoi? Je vais travailler ma plume francophone, parce que je l'avais pas travaillé tant que ça, tu sais. » Fait que j'ai plongé, puis j'étais allée m'entourer de 2 personnes clés, qui sont Marcus Quirion, guitariste incroyable, mais aussi producteur. Shout out. Shout out. Shout out Cucus. Puis Julien Thibault. Puis j'ai trouvé leur plume déjà magnifique. Fait que j'étais comme, OK, ben les gars, coachez-moi, puis on va travailler ensemble, puis on va faire un autre album. Fait que ça a donné Margot. OK. Puis ton bac en psychologie, est-ce que... Ouais. J'allais dire, est-ce que tu t'en es resservi? Est-ce que ça t'a utilisé? Est-ce que ça t'a Été aidé? utile. Mais est-ce que ça t'a été utile dans tout ce qui était, mettons, l'écriture, puis écrire des textes touchants? Je sais pas à quel point ça m'aide dans écrire des textes touchants, parce que c'est dur de dire si ton texte est touchant aussi avant que quelqu'un te dise « Hey, ça m'a touché. » T'essayes d'être le plus vrai Tu possible. peux pas écrire mettons, quelque chose là. et te dire, OK, là, je suis ému. Ouais, non, c'est ça. Ben non, mais des fois, ça te fait vivre de quoi, puis idéalement, ça te fait vivre de quoi quand tu l'écris ou quand tu le joues, tu sais. Quand ça te fait vivre de quoi, là, t'as un bon... Moi, c'est tout le temps ça, en fait, là, puis ayant pas de technique musicale, là, mon cue, c'est tout le temps... Ben, si je vis quelque chose, puis ça me donne une émotion, je suis sur la bonne voie, genre, puis c'est good, tu sais, c'est bon, là, on va travailler là. Mais le bac en psycho, ben, pour moi, ça a été... Je suis vraiment curieuse, fait que ça a été d'approfondir mes connaissances là-dedans, puis de comprendre aussi mieux les gens qui m'entourent, puis moi-même aussi par le fait même. Ça, c'est comme le gros classique de psycho, mais c'est vrai. Puis ça m'a donné une certaine profondeur, une certaine compréhension un petit peu plus. Puis je pense que ça a délié certains patterns qui m'ont permis de mieux écrire, puis d'être une bonne médiatrice, puis de parler au monde un petit peu plus facilement. Fait que c'est pas mal ça que ça l'a laissé, le bac en psycho, en bout de ligne. Mais tant mieux. Ouais. Tantôt, tu disais que tu avais fait de la musique avec un copain à toi, Ouais. ton copain. Je sais que tu fais actuellement ça aussi.
Comment est-ce que c'est de faire de la musique avec, à moins que ce soit plus le cas? Dans une relation amoureuse, Ouais. genre. Comment est-ce que c'est? Crime, ça dépend, tu sais. Ok. Ça dépend tellement de la fusion que tu as avec la personne. Mettons pour tu sais, toi, puis, comment est-ce que c'est? mettons, moi, les premières expériences, ça a été d'apprendre à prendre sa place. Ok. Ça, c'est un petit peu difficile quand c'est pas tout à fait balancé, genre, puis qu'il y a une personne qui est front, puis t'es un petit peu plus en arrière. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est plus une question de t'affirmer, genre t'es qui ton identité musicale. Fait qu'est-ce que tu fais, puis comment tu trouves ta place. Puis j'ai réalisé moi dans ce premier band là où je faisais des backs principalement. Fait que j'étais back vocaliste puis petite instrumentiste parce que je jouais pas beaucoup d'instruments à ce moment-là. Que j'étais souvent dans l'ombre, tu sais. Puis j'ai réalisé que moi ce que je voulais faire c'est être devant la scène, OK. c'est être en avant. Puis ça a été une réalisation mais en le faisant. Puis le faire en relation, je pense qu'il faut que tu t'entendes vraiment bien avec la personne. Moi, ça a été ça pour que ça continue, même si la relation finit après ça. OK. Faut qu'il y ait une belle chimie aussi. Puis, c'est une bonne écoute parce que, tu sais, quand t'es en relation, tu passes beaucoup de temps ensemble déjà. Ouais. C'est bien. Puis après ça, tu t'en vas voir d'autres personnes, puis tu travailles sur tes affaires, tout ça. Mais quand tu travailles aussi ensemble, là, ça, c'est ma réalité maintenant, c'est de trouver l'espèce de... Balance. Ouais, c'est ça, le juste milieu où comme... Tu sais, t'es tellement plus toi avec la personne que t'aimes, right? Fait que si t'es en studio avec du monde que tu connais pas, ou que c'est du monde que tu connais, mais c'est des amis, il y a des choses que tu vas moins te laisser vivre, ou que tu vas aussi plus laisser aller, parce que il y a une certaine distance entre toi puis les personnes. C'est pas ton amoureux, c'est pas ton amoureuse, c'est pas whatever, la personne que t'aimes. Mais quand tu travailles avec la personne que t'aimes, tu peux tomber dans des émotions. Genre, si t'es fâché, tu vas peut-être le vivre plus que si t'étais avec quelqu'un d'autre, tu sais. Ou si tu stresses, ou... Fait quoi? Puis ça, c'est comme... apprendre à doser les moments où t'es professionnel, puis apprendre à doser les moments où t'es relationnel, tu sais. OK. Mais ça peut être Moi, j'ai trouvé en bout de ligne que c'était une force de travailler genre, avec la personne que t'aimes parce que ça donne aussi une profondeur de plus. OK. Ouais. Tu dis que tu étais petite instrumentaliste. Dans le fond, je sais que de plus en plus, tu essaies d'épandre, je sais pas si ça se dit, d'agrandir tes horizons musicaux. Ouais, épandre. Je suis pas encore rendue à épandre mes horizons Non, mais musicaux. étendre tes horizons musicaux en faisant, mettons, des DJ sets que j'ai vus. Ouais. Comment est-ce que tu as eu cette idée-là? Je sais que tu l'as déjà fait, tu l'as déjà expliqué en faisant un speech à l'Orbite, mais Oui. c'était très beau. Fait que j'aimerais que tu me réexpliques un peu nice. comment tu as eu l'idée de faire un DJ set. Oui, oui. OK. Fait que là, moi, je m'inspire beaucoup des gens qui sont autour de moi dans la vie. Puis récemment, là, dans la dernière année, Peux-tu parler juste un peu plus proche du micro Oui, ou juste oui. m'approcher sinon? Parfait. Pas obligé d'être de même, Tiens, c'est bon. OK, c'est correct comme ça? j'imagine. OK. Mais ouais, je m'inspire beaucoup des gens qui sont autour de moi. Puis récemment, j'ai commencé à passer plus de temps avec, mettons, un ami qui s'appelle Jules Super Plage, son projet. Shout out Super Plage. Puis, c'est ça. Puis, écoute, j'ai vu c'était quoi faire un DJ set. Puis, j'aime l'idée de pouvoir monter une ambiance autour de toi quand t'es solo, tu sais, puis qui est pas juste toi puis ton instrument, mais qui est comme 100 fois plus large que ça. Pour ceux qui savent pas c'est quoi à la maison, c'est quoi un DJ set? Parce que avant de le voir, j'avais aucune idée c'était quoi. OK. Fait, peux-tu t'expliquer? Pour vrai, encore là, je suis pas calée là, en DJ set. Par contre, moi, ce que j'ai vu souvent, la différence entre, mettons, quelqu'un qui va faire du sound design puis un spectacle où il va jouer des choses en même temps, puis quelqu'un qui fait un DJ set, c'est beaucoup comme un amas de chansons que tu fais ou que tu vas aller chercher. Tu fais un genre de playlist, puis tu travailles les transitions, tu vas travailler les textures des chansons. Fait que tu vas rajouter... des effets sur les pièces, tu vas couper les chansons pour rajouter de la rythmique, tu vas les mettre au même rythme. C'est le même principe que du monde qui faisait des DJ sets avec des vinyles aussi. Là. Okay. C'est comme prendre un bout du vinyle, scratcher, pogner l'autre vinyle, partir la tourne à une certaine place. Puis je pense que c'est... Ben là, j'espère que je shame personne. Hein? Pas shame, mais je suis pas en train de choquer personne en disant des trucs qui sont wrong, mais il me semble que pour moi, ça a été ça, des DJ sets. Ça a été de voir du monde qui faisait des petites bonnes playlists. Mais... qui était aussi extrêmement musical dans la façon de l'amener, tu sais. Okay. Mais après ça, t'as des DJ sets un peu partout, là. Il y en a qui en font dans des bars aussi, puis ça a l'air d'être plus un genre de playlist qui joue longtemps. D'accord. Ouais. Fait que bref, ton DJ set. Je m'étends. Mon DJ set, dans le fond, ça a été que je me suis fait inviter pour la Saint-Jean à jouer devant le Lazy. Puis... j'ai vécu un petit moment, j'en ai fait des Saint-Jean dans ma vie, là. Genre j'ai joué à des Saint-Jean en région autour de Sherbrooke, tout ça, puis faire des tunes québécoises, c'était cool, mais là, en plus, je suis dans un processus créatif où je compose beaucoup en anglais. Fait que de faire mes tunes, ouais. Okay. Fait que de faire mes tunes à la Saint-Jean, ça me faisait, genre, ça me faisait de quoi? J'étais comme, non, je suis pas à l'aise en ce moment de le faire. Fait que là, mais j'ai comme pas refusé.
l'offre de venir jouer. Puis j'y ai pensé longtemps, puis ça donnait que la semaine précédente, il y avait aussi la journée internationale pour le droit des personnes autochtones, indigènes et Inuits au Québec, tu sais. Fait que c'est ça. Puis là, j'ai réfléchi à ça. Puis j'ai découvert une plateforme qui s'appelle Nikamotan. Je pense pas que je le prononce bien, là, mais Nikamotan. Et puis, c'est une plateforme de découverte d'artistes autochtones au Québec, mais aussi au Canada en général, at large. J'ai tellement fait des bonnes découvertes, j'ai fait, OK, you know what? Ce sera pas moi qui va jouer pendant la Saint-Jean. Ben, je vais faire jouer de mes découvertes que j'ai faites, puis je vais en parler, puis je vais essayer de juste donner la plateforme à cette musique-là qui, pour moi, devrait faire partie aussi de la Saint-Jean autant que le répertoire de Paul Piché, tu sais. Parce que c'est ça, c'est une fête nationale, mais on va la faire nationale pour de vrai, là. Genre, on va la faire avec tout le monde qui sont dans nos nations, tu sais. Puis, bon, c'est ça, c'est un statement pseudo-politique dans ma tête, mais aussi plein de bonne volonté, j'ai fait des découvertes, j'aimerais ça les partager, tu sais. OK. Je suis arrivée là le plus humblement possible, j'ai fait, ben regardez, ça, c'est ça que je connais. Fait que ça a donné mon DJ set. Mais est-ce que cette idée-là de découvrir des nouvelles musiques de différentes, pas différentes origines, mais juste d'une culture différente, ouais. Est-ce que tu as le goût d'étendre ça puis de faire avec d'autres cultures que juste les cultures autochtones? Est-ce que tu aurais le goût de faire ça avec, mettons, je sais pas, la musique latino, je sais pas, plein de musiques différentes? Parce que ça a été un franc succès, ton DJ set. Ouais, C'était vraiment le fun. Ça a été vraiment cool. Ben écoute, non. Je vais dire non, parce que j'ai trop d'autres choses sur lesquelles me concentrer. Puis je pense que je vais le garder. On verra pour la suite des choses, mais je vais le garder dans un événement isolé de Stella Saint-Jean. Il y avait un contexte vraiment propice à amener ce propos-là. Puis c'était comme regarder ce qui devrait aussi jouer à la Saint-Jean. Moi, je pense que ce serait ça, tu sais. Puis c'est ça. Puis sinon, il y a aussi beaucoup d'autres musiques sur lesquelles il faut que je travaille. Peut-être qu'à un moment donné, ça va réadonner que je fais un DJ set, mais j'y travaille pas activement en ce moment. Je me suis gardé ça pour un événement isolé. C'est bien correct. Mais bref, j'ai vu aussi que récemment, de plus en plus, on te voit dans la musique. Tu fais de plus en plus de featuring, mettons, avec la Carotte Polaire ou Super Plage. Ces deux personnes-là, j'ai l'impression que tu es vraiment proche d'eux, musicalement. Comment est-ce que tu les as rencontrés? J'imagine que tu les as pas rencontrés ensemble, c'est deux histoires séparées. Deux histoires séparées. Mais raconte-les-moi. OK, rapidement. Pas besoin de faire rapidement. Tu peux prendre ton temps aussi. C'est bon. Ben, Claudia, la Carotte Polaire. Oui. Je vais dire la Carotte Polaire. Shout out. Dans le fond, on s'est rencontrés dans un contexte de concours. OK. À Montréal. On jouait pour le concours En route pour la gloire de Chevrolet Musique puis Spectra. Puis ça nous donnait une scène sur la scène des Franco de Montréal. Fait que l'année passée, l'été passé. Fait qu'on a joué sur la scène des Franco, puis c'était un concours où tu joues une tune. That's it. Puis t'es jugé. Puis après ça, le Grand Prix, c'était d'enregistrer 2 chansons. Puis aussi un autre truc là, monétaire, un coaching, genre whatever. Il y avait ce prix-là. Mais c'était quand même de jouer sur une des scènes des Franco. C'était malade pendant le festival. Fait que musique francophone, c'était ça leur truc. En route pour la gloire, Chevrolet Musique. Puis on s'est rencontrés là, dans le processus de sélection, où on faisait juste envoyer nos candidatures. Puis là, on s'est comme parlé au travers du concours. Puis ça donnait que une semaine avant le concours, on jouait ensemble dans le même festival. Okay. Ouais, genre back-à-back là, dans la programmation d'un festival à Thetford Mines. Ouais. L'Alternative. Je sais pas si ça dit de quoi, là. J'ai jamais été à Thetford Mines, malheureusement. Ben écoute, c'était ma première fois. Québec, ouais, c'est correct. Mais l'Alternative, c'était tout nouveau. Okay. Puis je sais pas s'ils vont le reporter, ça serait vraiment le fun. Mais c'est la même gang que le Mixbus Studio a parti l'Alternative. Puis c'était des hosties shows là, avec Clay and Friends et tout ça. C'était vraiment très bon. Puis on se retrouvait, moi puis la Carotte Polaire, sur la programmation. Fait qu'on s'est mis à se parler. On a fumé des battes. Puis on a réalisé qu'on s'entendait vraiment bien. Puis on trouvait ça drôle un peu de se rencontrer dans un contexte de concours. Puis éventuellement, on a fait « Hey! On s'est booké un show la veille du concours à Québec, au Maelstrom. On a monté un show juste les deux, ensemble, juste les 2 projets. Puis on est allé jouer un show devant, je sais pas, 15 personnes au Maelstrom à Québec. Le lendemain, il y avait le show à Thetford Mines? Il y avait Thetford Mines. Après ça, une semaine plus tard, un show à Québec. Puis après ça, les Franco. OK. Ouais. Beaucoup de shows. Mais ça a été drôle de faire des shows ensemble quand après ça, on s'en allait compétitionner sur la scène des Franco. T'sais. Mais c'est comment compétitionner pour de l'art? Parce que, il me semble, moi, j'ai jamais été de l'idée qu'il faut rank l'art. Il faut juste l'apprécier dans sa diversité, dans ses différences. Comment est-ce que c'est de compétitionner de la musique que tu crées?
c'est parce que j'ai une opinion forte là-dessus. Là, Ben, vas-y. OK, ben ça, c'est sûr, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont s'accorder avec toi. Là. Rater l'art, c'est très, très, très subjectif. Là. Mm-hmm. C'est très contextuel. C'est comme ce que t'aimes, tu vas l'aimer dans le moment pour certaines raisons, tu sais, puis pour... Des fois, c'est des raisons financières, quand c'est des radios publicitaires, blablabla. Je suis vraiment pas fan de concours. OK. Par contre, c'est une super vitrine puis une belle place pour rencontrer d'autres artistes. Mais la façon de donner une cote sur ce que tu fais, sur ta... C'est bien parce que ça te donne des retours intéressants de personnes qui sont dans l'industrie qui vont te dire, écoute, ton texte, on aimerait ça avoir plus de clarté, on aimerait ça plus comprendre, ou ta présence scénique, elle pourrait être travaillée. Fait que comment tu te tiens sur stage, comment tu joues. Tu sais, ça peut être des bons conseils, mais après ça, il faut tellement que t'en prennes et t'en laisses. Mais surtout que t'en laisses parce que tu veux pas non plus dénaturer. C'est quoi ton projet, tu sais. Fait que c'est la nuance entre apprendre de ce qu'on te dit puis aussi juste en colisser. Ouais, ça ressemble vraiment à quelque chose. Dans le fond, j'ai animé la finale régionale de Cégep en spectacle. Oui. Il y avait plein de juges. Puis, écoute, man, il y avait du stand-up, il y avait du métal, il y avait du rap, il y avait du jazz, il y avait du théâtre, il y avait tout ça. Puis les pauvres juges, ils ont été obligés de comparer ça. Comment tu peux comparer autant de choses si diverses qui n'ont presque rien à voir l'une avec l'autre? Puis, je me suis lié d'amitié avec un groupe qui s'appelle Rivière Pop, Crimson Rivers. Quand ils vont sortir leur album, c'est certain que j'y reçois. Puis eux, comme ils se sont fait juger par comme une gang de monde de 50, 40 ans, qui sont dans le milieu artistique, mais qui s'y connaissent un peu moins dans le métal. Fait qu'ils en ont laissé beaucoup. Puis ils en ont pris peu. Ouais. C'est dommage. Absolument. Après ça, tu peux cibler un concours qui te ressemble plus, mais après ça, je vais pas prêcher pour ça. Là. Okay. Dans ma tête, le concours est pas. Il devrait pas être un passage obligatoire. Puis en plus, en ce moment, moi, ce que je remarque de la scène, ça, je l'ai dit quelques fois dans différents contextes, mais en ce moment, les concours, c'est vraiment pour la scène francophone. Peut-être moins cégep en spectacle, qui laisse peut-être un petit peu plus de liberté dans peu importe la langue dans laquelle tu t'exprimes. Non, pas du tout. C'est uniquement francophone. Ben, c'est ça. Il y a tellement pas que du français au Québec, puis je comprends l'idée de préserver la langue. Par contre, tu vas préserver la langue en incluant aussi les autres, puis en étant capable de respecter aussi la place des autres. Puis tu sais, il y a tellement d'artistes excellents qui font de la musique anglo au Québec, mais qui font de la musique aussi, encore une fois, genre, qui vient d'origine plus inou, puis commence à être représenté un petit peu, mais les concours s'adressent aux Franco. Fait que bref, comment est-ce que c'était, excuse-moi de passer du coq à l'âne? Non, mais c'est important. Ouais, non, c'est vraiment un bon speech, puis c'est important de l'avoir puis d'y penser. Ouais. Fait que je te disais, comment c'est de compétitionner avec quelqu'un, puis booker des shows, passer de on fait des shows ensemble à on compétitionne ensemble pour de l'art? Ben écoute, on n'en a pas fait trop un cas. En fait, ce qui est arrivé, c'est que Claudia, juste avant le show, on a parlé, la carotte polaire, me dit, on s'est tellement bien entendu qu'elle me dit, hey, tu sais, si jamais je gagne, il y a 2 chansons enregistrées, on en fait une des 2 ensemble. Puis, ben, regarde, ça c'est arrivé, c'est elle qui a gagné, puis on a fait comme, OK, d'accord, il y en a une des 2 qu'on va écrire ensemble. Puis c'est ça qui est arrivé, fait qu'on est allé travailler là-dessus ensemble, on a composé pendant quelques mois, puis on est arrivé avec une chanson qui parlait de compétition. Puis qui parlait de compétition un peu superflue, en fait, là, dans le milieu de la musique, puis à quel point, ben nous, ça nous faisait chier, tu sais, puis ben ça donnait la hache de guerre, puis c'était une espèce de apologie d'enterrer la hache de guerre, tu sais, puis d'arrêter de se compétitionner en musique parce que ça fait aucun sens. Okay. Fait que c'est ça, puis ça a donné ça, fait qu'en bout de ligne, ça a donné quelque chose de très positif, compétitionner. Ah oui, voilà. Ouais. Puis j'ai vu aussi que vous aviez sorti un mini-documentaire, puis que vous aviez rencontré les auteurs de La Guerre des Tucs. Ouais. Ça, c'était comment? C'était malade. Et ça faisait des années que j'avais pas vu La Guerre des Tucs, puis tu sais, on a utilisé la phrase. Je vais être très honnête, je l'ai jamais vu. Puis La Guerre des Tucs? Je me sens tellement mal parce que il y a quelques semaines, j'ai voulu le regarder, puis j'étais comme si j'ai cherché sur toutes les plateformes de streaming, sauf YouTube. YouTube. Puis je l'ai pas trouvé, puis j'étais comme tabarnak, man. J'ai un podcast avec Virginie B, il faut que j'en parle, mais je connais pas le sujet.
Ah non, c'est bon, mais est-ce que tu connais quand même la guerre? La guerre, c'est pas une raison pour se faire mal? Ben ou ça oui, je l'ai te entendu une couple de fois dans la chanson. Ben, dans la toune, mais OK, ben c'est bon. Mais sinon, ça faisait pas partie, mettons, de quelque chose que t'avais déjà entendu. Ah, mais c'est Je me sens très mal ça. de ça. Ben là, non, là, sent-toi pas mal, là. C'est En revenant parfait, chez là. nous, je vais aller l'écouter. Si c'est sur YouTube, Du gros je vais le binge trouver. de la guerre des tucs. Ben oui, c'est sur YouTube, malheureusement. Là, ils ont perdu accès à ces droits-là là-dessus. j'ai cherché là. partout sauf sur YouTube. Puis c'est là, tabarnak. Bon, ben c'est ça. Il est sur YouTube, puis il écouter la guerre des tucs. Là. Mais ça a été quand même un gros classique de ciné-cadeau. Le temps des fêtes, la guerre des tucs, des enfants qui jouent à balle de neige dehors. Là. Ouais. Puis c'est tellement fucking québécois. C'est tellement ancré dans genre un univers, un paysage québécois, les accents, tout ça. C'est malade que ben, au final, tu peux t'identifier, peu importe tu viens de où, à cette espèce de réalité-là des enfants qui jouent à la guerre, puis qui se lancent des balles de neige, puis qui montent des forts, tu sais. OK. Ouais, c'est vraiment bon. Mais c'est bon, mais c'est bon parce que c'est tellement vrai. Puis, ben, c'est ça. Ben, bref, les auteurs sont géniaux. Ils sont géniaux, Daniel Patnaud puis Roger Quentin. Mais comment vous avez eu l'idée de placer cette phrase-là culte dans votre chanson? Ben, c'est en écrivant. OK. On se partageait vraiment la job d'écriture en alternance. Là. Elle avait un couplet, puis là, on travaillait ensemble un refrain, puis un couplet. Puis à un moment donné, en arrivant pour aller pratiquer, je cherchais je cherchais des phrases, puis j'étais dans ma tête. Puis j'en écrivais tout plein, puis à un moment donné, j'ai juste pensé à la guerre, c'est pas une raison pour se faire mal, parce que c'était tellement, ça s'en allait, on dirait, vers ça. Puis j'ai dit, OK, on est-tu capable de faire un bridge avec ça? Un C, une section C dans notre tune. On est capable de monter ça. Puis on était comme, ah, c'est drôle, tu sais, c'est drôle de prendre une phrase culte, c'est le fun. Fait que là, on monte la tune. Puis on arrive à la fin, puis on est genre, aïe, aïe, on a trouvé un bridge malade. C'est la guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. Puis on a monté ça. Puis là, on est comme, OK, la tune est finie. Puis on fait, shit. C'est pas à nous la phrase, genre, c'est pas nous qui a écrit ça, genre, shit, il va falloir qu'on aille chercher les droits. Puis là, ça a fait, ouais. Comment OK. vous avez été chercher les droits? Ah, man, ça a été de trouver à qui appartenaient les droits du texte, la guerre des tucs, OK. en fait. Puis c'est ça, ben, on a réalisé que c'était pas une grosse prod. Le texte appartenait encore aux deux auteurs. OK. Fait que c'est ça. Fait que de fil en aiguille, Claudia est allée chercher les courriels de ces personnes-là, leur a écrit, puis ils nous ont réécrit. Puis ils nous ont dit, ils ont écouté la toune, puis ben oui, OK. Fait qu'on leur a donné une partie des droits sur le texte qui leur appartient, des droits d'auteur, spécifiquement. Puis ben c'est ça. C'est ça OK. qui a donné notre rencontre après ça. C'est donc bien hot. Mm. Mais aussi, tantôt, j'avais eu l'idée qu'on parle un peu de ta rencontre avec Superplage. Puis comment Oui. est-ce que vous vous êtes rencontrés? Explique-moi donc ça. Ben dans le fond, j'essaie de repenser à quand j'ai rencontré Superplage. Qui est un Ah nom oui. d'artiste incroyable, by the way. Superplage, yes, il va Ce être qui est content. quand même fucking cool comme nom d'artiste. Ben je pense que c'était un contact de ma gérante. Fait OK. que ma gérante, à ce moment, elle connaît tellement de monde, elle est tellement bonne là-dedans. Là, c'est pour ça que je l'aime, c'est ma gérante. Là, mais elle va retenir les noms, pas moi. Malheureusement, j'ai tellement de misère avec ça. Je pense que je fais de la place pour autre chose dans ma tête. Mais de fil en aiguille, ils se connaissaient un peu avant. Puis on s'est croisés dans des shows, dont le show de Laurent Sanne aux Catacombes, avant que les Catacombes ferment. Qu'on s'est vus là, puis on s'est comme rencontrés. C'est puis où ça les a catacombes, été- juste pour savoir? Les Catacombes, c'est blablabla. Tu parles à la fille qui vient d'arriver là, à Montréal, là, il y a 2 ans, mais c'est pas sur Saint-Laurent, genre, c'est très bas, là. C'est plus au centre-ville, là. Ah, OK. Ouais, c'est Ok. ça. Plus précis que ça, j'ai un peu de misère, mais là, c'est fermé, malheureusement, puis c'est une scène débile, là. C'était beau, là, puis ça hostait plein de shows de rock puis de métal, puis... Mais bref, Laurent Sanne a joué là. On s'est rencontrés là. Puis, Superplage, son concept, c'était vraiment... Lui, il a ses tunes, mais il me dit moi, j'ai pas envie d'être tout seul à chanter que sur mes tunes. Je veux faire des collabs. Puis, il avait déjà commencé à faire des collaborations avec une artiste qui s'appelle Narcisse, puis une Ok. artiste qui s'appelle Maggie Lennon. OK. Puis, il les faisait chanter, puis lui, il mixe après ça. Fait qu'il enregistre, fait ses samples, il coupe les voix où il veut, puis il va juste mixer, puis monter sa pièce comme ça, tu sais. Puis il a fait, ben, à un moment donné, tu passeras chez nous, puis on enregistrera de quoi. Puis j'ai dit, parfait. Fait que c'est ça qu'on a fait. J'étais allée chez eux, on a jasé, puis le 3-4, on est rentré devant le micro derrière les rideaux dans son sous-sol plein de néons, de néons, de lumière, puis on a enregistré. On a enregistré des voix, puis ça a donné le premier album de Superplage. Ah oui? Superplage. Ouais. Avec où vous? j'ai joué Avec sur toi? 3 Ok. tunes. J'ai chanté, on entend ma voix sur 3 pièces. OK. Puis ben là, c'est devenu une bonne amitié. Puis éventuellement, ben il y a le 2e album qui est arrivé. Puis entre-temps, j'ai aussi demandé s'il serait partant de faire un remix d'une de mes chansons. OK.
Fait que ça, ouais. Puis des remixes, t'en avais parlé dans ton live récemment, mais tu pensais prendre tes tunes de ton premier album que t'as enlevé des plateformes de streaming pour faire des remixes. Ah oui. Oui, je pense peut-être C'est une idée qui te trotte dans la tête depuis combien de temps? Depuis que j'ai décidé d'ôter cet album-là des plateformes de streaming comme Spotify. En fait, j'essayais de justifier le fait que je l'ai ôté de Spotify, mais c'est pour des raisons très artistiques puis personnelles. Puis, mais il est encore disponible, comme je disais tantôt, sur Bandcamp. Fait que People with Problems is not gone. Mais ouais, puis je les aime encore, ces pièces-là. Je les aime, c'est juste la façon dont ils sont produits en ce moment. Je m'en vais ailleurs puis je veux qu'on écoute sur les plateformes de streaming autre chose. Mais il y a beaucoup des trucs que j'ai faits que j'aime beaucoup. Puis je me suis dit, la manière de les ramener, ce serait peut-être en remix. OK. C'est cool. Ouais, on verra que ça va donner encore. Là, c'est pas encore commencé. C'est une idée. C'est lancé dans les airs. Mais j'ai une question que je pose souvent aux artistes qui ont une très belle voix. D'accord. Et je considère que tu as une très belle voix, d'ailleurs. Comment est-ce que tu as découvert que tu chantais bien? Eh boy. Du moment où j'ai arrêté de chanter mal, puis ça a commencé à sonner mieux. Là, tu m'aides pas. Non, je t'aide pas, hein. Écoute, j'ai dû casser les oreilles à ma mère puis à ma famille depuis que je suis tout jeune. Là. T'aimes ça chanter depuis que t'es toute petite? Oui, depuis que je suis toute petite. Là, je chantais en anglais puis je parlais pas en anglais. C'était genre blé, blue, bala, bdoudou. Quand tu connais pas les paroles puis t'es pas capable de dire ce que t'entends. Ça nous est tout arrivé. Fait ça, right? Ouais. Bon, c'est ça. Puis j'ai réalisé que j'ai des footage de moi qui joue sur une petite guitare mes premières chansons sur une corde, genre, puis qui fait juste me promener, puis qui a composé des genres de paroles. Puis j'ai toujours chanté. Mais ça, je pense que beaucoup de monde ont fait ça. Mais éventuellement, j'ai à force de le faire, puis en m'achetant ma première guitare, en ayant ma première guitare à 16 ans, j'ai commencé à apprendre des tunes que j'aimais. Puis là, j'ai poussé ma voix un petit peu plus. Fait que ça a été le premier step. Avoir ma guitare, ça m'a permis de m'accompagner en chantant. Fait que ce qui fait que tu deviens un petit peu plus juste quand tu chantes. Puis t'es comme de quoi ça sur quoi t'as côté, tu sais. T'as la musique. Puis j'apprenais des tunes que j'aimais. Puis que j'aimais chanter. Du bon hiver, de Cranberries aussi, là. Tu sais, j'étais full dans le pop Toi, t'as grandi dans quelle culture musicale? Jazz. Ah ouais? Tes parents écoutaient ça? Ouais. C'était pas mal ça, world un peu, puis jazz. C'était ça qui jouait chez nous. Fait que bref, t'as commencé à jouer des tunes qui n'étaient pas jazz, parce que jazz, c'est un peu compliqué à jouer à guitare. Oui, absolument. C'est exactement ça. Au piano, quand j'ai commencé plus jeune, c'est ça que je voulais jouer. C'était du jazz. Pas été capable assez vite, fait que j'avais pas beaucoup de patience. J'ai juste droppé le piano. Puis, à la guitare, c'est arrivé à une époque où, c'est ça, j'avais 16 ans, puis ce que j'écoutais, c'était ce que je téléchargeais sur LimeWire. Puis ça a donné que c'était de la pop. Puis je tripais sur la pop anglo beaucoup, principalement. Fait que pop de ces années-là, ça a été ça que j'écoutais, c'est ça que je jouais. Ma kit. Ouais. Ça, puis du Father and Son de temps en temps. Du Father and Son? Mais je jouais Father and Son aussi, puis du harmonium. J'ai essayé de jouer du harmonium aussi, parce que ça faisait partie de mon background paternel aussi. Là. OK. Fait que toi, c'est un petit peu un mélange entre la musique québécoise puis la musique jazz. Ouais. Puis j'imagine que tu as le goût de recréer ça avec ta musique plus tard. Drôlement, c'est là où j'en suis maintenant. Comment ça, drôlement? Je savais pas si ça allait arriver un jour, puis je savais pas exactement ce que je voulais. Je pense que c'est avec mon première écriture en français, puis Margot. Ça a donné vraiment un univers qui était super folk rock. Puis c'était parfait, puis c'était ça que je voulais. Puis là, j'ai senti j'ai senti une espèce d'attraction de vouloir réécrire en anglais, puis retravailler mes textes anglo, puis je suis tombée les deux pieds dans le jazz, puis j'ai allé travailler sur le soul, que je pouvais sortir des licks, des passes soul un petit peu plus à la guitare. Fait que ça m'a ouvert un autre univers. Là. Mais tu parles de ton album Margot. Ouais. Comment tu as eu l'idée de dédier un album au complet à ta grand-mère? Comment cette idée-là t'est arrivée? Puis pourquoi? Ouais. Ma grand-mère s'appelle Marguerite. Puis c'est la première pièce que j'ai écrite officiellement pour le EP. C'est une chanson pour elle. Fait que dans le fond, ma grand-mère, elle vient de Québec. Fait que ma famille, du côté de mon père, c'est Valcartier, c'est Québec. C'est du monde qui se donne jamais leur prénom. Là. Ils s'appellent par des surnoms genre Bill, Gros, mon Dieu, il y en a Gueulou, puis Petit Jean, genre, tu sais, il y en a juste, c'est impossible. Puis elle, au lieu d'être Marguerite, c'est Margot.
Mais je savais pas qu'elle s'appelait Marguerite avant, quand même, tard dans ma vie. Genre 10-12 ans, là. Ça a pris ça avant que je... Ouais. J'avais jamais entendu personne l'appeler Marguerite. Puis bon, fait que c'est ça. Puis c'est quelqu'un qui aidait beaucoup, mais c'est aussi une madame qui avait 5 gars dans sa vie. Fait qu'elle a géré 5 gars et aussi ses frères et sœurs quand elle était plus jeune. Fait que quelqu'un qui a beaucoup de caractère puis qui gère le monde. Puis un jour, en partant de là où elle travaillait, ça s'appelle le Patro, puis c'était collecte de linge dans une église. Puis elle partait de là, puis dans le stationnement, elle est tombée. Puis elle est tombée parce qu'elle a fait un AVC. Puis c'est un AVC, dans le fond, c'est un caillot qui part d'une de tes grosses artères puis qui va jusqu'à ton cerveau. Puis ça l'a, dans le fond, pour elle, ça a touché son hémisphère gauche. OK. Ce qui a fait qu'elle a perdu... ça a touché son hémisphère gauche, ce qui fait qu'elle a perdu toute sa motricité du côté droit. Parce qu'on sait que c'est criss-cross, le cerveau, dans le fond. Fait qu'elle a perdu toute motricité du côté droit, est devenue paralysée. Et elle a aussi perdu l'usage de sa parole. Parce que les zones importantes au niveau de la parole dans le cerveau, ils étaient touchées. Fait qu'elle n'a pas pu pouvoir... c'est ça, elle ne pouvait plus parler. Elle était juste capable de dire non. Ce qui était très drôle en même temps. C'est un peu ironique. Fait que, tu sais, mettons, on allait la voir. Non, 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 non. Non, non, non. Puis on avait une conversation avec. C'était non. Non, 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 non. Mais ça pouvait être triste, mais en même temps, elle était là, tu sais. Elle n'était pas décédée. Elle était là. Elle était juste plus capable de parler autant. Puis tu vois, il y a une partie de la compréhension aussi qui était plus tout à fait là. Un des classiques, c'était... J'ai raconté ma journée, puis puis tu sais, elle réagissait au bon moment dans une conversation, mais c'est un peu l'équivalent de si je parlais une autre langue, je pense, à peu près. Puis j'aurais pu dire le soleil est vert, puis il n'y aurait pas eu de réaction à ce statement-là, tu sais. Mais l'émotion était là. C'est ça. Fait que Margot est restée très en vie pendant les 10 ans qui ont suivi. Dans un hôpital à Québec. Un hôpital de petites sœurs, là où les portes sont vraiment petites. Puis c'est ça. Éventuellement, elle est partie. Puis là, il y a Marguerite qui est sortie. Puis j'ai beaucoup pensé au deuil en écrivant ça. Puis au deuil de mon père aussi. Parce que je pense que quand tu perds un grand-parent, la première chose qui te touche peut-être, c'est la réaction de tes parents. Puis d'imaginer toi perdre un parent. Puis de voir ton parent réagir à la mort de son propre parent, tu sais. Puis ça a été ça. Fait que c'est ça qui a mené à Marguerite. Puis la pièce, pour moi, est comme c'est la première que j'ai écrite pour le EP, est devenue emblématique du reste du EP. Fait que je me suis dit, fuck off. Moi, je le dédie à ma grand-mère. As-tu eu la chance d'y faire écouter ou elle est passée Non, avant? Elle est passée quand même assez longtemps maintenant. Là, j'avais... Je pense que j'avais 19 ans quand elle est décédée. Puis j'ai sorti l'album à 25 ans. OK. 26 ans, ouais. Virginie, merci d'être venue au podcast. C'était vraiment le fun de t'avoir. Puis merci. J'imagine que les gens à la maison, ils ont vraiment aimé ça, t'entendre parler. Merci, ça est tombé sur une note tellement genre minou à la fin. Fait que comment est-ce que les gens peuvent te suivre? Dans le fond, me suivre sur les plateformes de streaming classiques, fait que sur Spotify. Je suis quand même relativement très active sur Facebook puis sur Instagram aussi. OK. Fait que c'est la bonne manière de suivre les prochaines collaborations qui sortent, les prochains projets, puis l'album éventuellement qui va sortir en 2021. All right. Ouais. Je vais être là. Oui. Oui, je vais être là au lancement. Yes. Fait que bref, bonne journée à tout le monde, puis merci encore d'être venu. Merci.